Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, Coconut Podcast réitère avec des invités de marque, messieurs, dames. Alors, pour commencer le mois de l'histoire des Noirs, nous avons l'honneur d'accueillir, alors là, messieurs, dames, vous allez faire toute une découverte si vous ne la connaissiez pas encore. Dans un premier temps, je me dois de dire qu'elle est juriste, oui, messieurs, dames, mais tout récemment, elle a été élue à l'Assemblée nationale du Québec. Elle représente la circonscription de Bourassa-Sauvé. Elle est également vice-présidente de la Commission sur les finances publiques. Elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de jeunesse, responsable de la métropole également, dans un cabinet où elle sera au gouvernement. Elle serait ministre dans le cabinet fantôme de M. Tanguay. Écoutez, elle a tout plein de responsabilités. C'est avec une ultime joie, messieurs, dames, car moi, je suis né à Montréal-Nord, si vous ne le saviez pas, sur la rue Matte, et j'ai grandi sur la rue Lapierre avec grand-maman Lamercie. C'est avec vraiment beaucoup de joie que je reçois une nouvelle élue remplaçant la grande Paul Robitaille qui a servi si longtemps dans la circonscription de Bourassa-Sauvé. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Madame Madoua Nika Cadet. Introduction. Madame Cadet, écoutez, je ne pouvais faire moins. Une grande dame comme vous, lorsque l'équipe de Coconut Podcast se préparait pour cette entrevue, écoutez, on a compris pourquoi vos commettantes et commettants ont fait le choix en votre personne pour les représenter à l'Assemblée nationale. L'honneur est pour nous de vous recevoir, donc cette introduction, elle est très peu, je peux vous dire. Ah, ben merci beaucoup, merci beaucoup. J'apprécie, puis merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être là. Noirs, et là, de savoir, parce que moi, je ne le savais pas, dans le fond, que vous êtes né à Montréal-Nord et que vous y aviez grandi. Tout à fait. Donc, ça m'emplit de joie, encore plus. Donc, on a un lien de plus. Un petit lien de plus, excellent, excellent. La question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu. D'accord. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Depuis le 3 octobre, je pense que c'est un peu un tourbillon. En fait, depuis la campagne électorale, j'ai l'impression que depuis le 9 juillet, ça n'a jamais arrêté. Et ça a été des ajustements, à n'en plus finir, donc de comprendre un peu donc, le nouveau rôle, de rencontrer les différents organismes qui œuvrent sur le terrain, de prendre connaissance de mes dossiers, d'être aussi à la rencontre des responsables dans la société civile qui sont des porteurs de ballons, des dossiers que je représente à l'Assemblée nationale dans notre cabinet fantôme libéral. Donc, ça a été vite. J'ai l'impression que c'est un peu donc, un exercice d'apprentissage éclair, mais ça va bien. Ça va très bien. Je suis heureuse dans ce rôle. J'ai l'impression que les citoyens, les électeurs de Bourassa-Sauvé me le rendent bien. Je suis encore plus heureuse dans le cadre de ce rôle-là d'apprendre à connaître l'ensemble des citoyens de la société civile qui œuvrent dans le comté, qui sont à Montréal-Nord, qui font ce travail de mon côté. Donc, j'ai toujours été très près de la circonscription. Puis, évidemment, moi, je suis d'origine haïtienne, donc comme bien des gens de la communauté. Donc, ma famille est arrivée à Montréal-Nord à l'époque. Donc, mon père a étudié à l'école primaire Sainte-Colette, puis ensuite à l'école secondaire Henri L'église Bourassa. Sainte-Colette, on connaît, on a été baptisé pas mal tout le monde là-bas. Exactement. Et puis donc bien des membres de ma famille donc ils ont œuvré, donc ils habitent toujours. Donc il y a toujours eu ce lien familial là, donc très proche avec la circonscription. Puis par la suite, moi j'ai commencé à m'impliquer en politique quand j'avais 18 ans avec Mme Beauchamp, Mme Lynne Beauchamp qui était la députée de l'époque de Bourassa-Sauvé, donc qui avait été vice-première ministre dans le cabinet Charest, qui avait été ministre de l'Environnement et de la Culture. Donc
donc, j'avais notamment, là, donc, je Déjà, naviguais. ouais, Donc, c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé mon implication politique. Donc, pour moi, c'était presque un peu un retour au bercail terrain. oui, de ça, donc de passer par ce processus électoral-là. D'Ambour-à-Sauvé, c'est vraiment la meilleure circonscription. Je pense que les 125 élus ont tendance à dire qu'ils représentent la meilleure circonscription au Québec. Mais je pense que c'est vraiment le cas chez nous. Il y a quelque chose de très, très, très spécial. Puis on le sent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement de Montréal-Nord, mais qui sont attachés, qui découvrent la circonscription, qui se disent « Ah, moi, j'ai envie d'œuvrer là », qui ont fait un peu... Mais c'est ça, qui s'investissent, qui ont fait un peu un port d'attache. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner, qui veulent redonner à la circonscription. Donc, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, sur l'exécutif d'association de Mme Beauchamp, d'Ambour-à-Sauvé. Ensuite, j'ai été représentante de Montréal-Nord à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. D'où pourquoi vous êtes porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse. Oui, également, oui, là. c'est ça. Parce que, bon, j'ai quand même un parcours au sein des instances du parti en matière jeunesse. Donc, représentante jeunesse, donc à l'époque à la CJ, vice-présidente, puis ensuite présidente des Jeunes libéraux du Québec. OK. Ah, bon. On a une députée impliquée, là, nos amis, avant même qu'elle soit élue. Bien sûr. Imaginez aujourd'hui, avec cette charge qui lui incombe, je peux vous dire qu'elle va faire un bon travail. Coconut Podcast, il y a notre petite oreille qui nous dit ça. Ah, vous êtes très drôle. Mais moi, je pense que l'implication sociale, c'est primordial. Ça a toujours été pour moi donc le vecteur des changements sociaux. Donc, c'est presque un leitmotiv pour moi là, de parler de cette implication-là, de dire que de s'impliquer dans sa société civile, c'est d'être capable de se façonner sa société un peu à notre image ou à l'image ou d'élargir un peu la tarte de ce à quoi on a envie que la société québécoise ressemble. Donc, moi, depuis toute jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui était impliqué, bon, à l'école, dans les instances. Puis, quand j'ai été sollicitée pour faire un peu d'implication politique, d'ailleurs par l'attaché de Mme Beauchamp à l'époque, qui voulait donc avoir une représentation donc, positive des jeunes de Montréal-Nord au sein des instances du parti et dans la société civile en général. Mais voilà, on m'avait approché et puis moi, je me disais, la politique, je connais pas ça. Est-ce que je sais pas quel impact je vais pouvoir avoir? Mais honnêtement, j'ai accroché à la seconde où j'ai commencé mon implication de voir que les positions qu'on pouvait développer à l'intérieur des instances, en commission jeunesse, en plénière, pouvait aller très, très, très loin. Puis ça m'a vraiment motivée à poursuivre le tout. Vous l'avez dit, je suis juriste. Donc, moi, j'ai complété un bac maîtrise en droit et en administration des affaires. Mais ça m'a poussée à poursuivre mes études et à compléter une maîtrise en politique publique à Georgetown. Voilà. Parce que c'est en raison de mon implication politique. C'est vraiment ce qui m'a motivée à poursuivre dans ce domaine-là par la suite. Il faut quand même avoir certaines aptitudes pour la chose publique, pour vouloir se lancer dans l'arène politique avec l'œil qui est celui de Coconut Podcast. On constate que vous êtes une communicatrice née. Vous avez l'art oratoire. Non, mais on nous le fait dire à nous-mêmes aussi, donc on est capable de reconnaître quelqu'un qui a ce talent. Ce talent vous permet d'aller à la rencontre de vos commettantes et commettants. Ça, c'est incroyable, mais surtout de vulgariser toute patente qui peut avoir l'air très compliquée. Mais je suis contente que vous le mentionniez parce que pour moi, je pense que l'outil de la communication, c'est ça, c'est d'être capable... Ça va dans les deux sens parce que pour moi, la politique, c'est un peu une conversation. C'est de le voir vraiment, donc d'une part, oui, de vulgariser des politiques publiques qui, oui, peuvent être complexes ou sembler complexes, mais c'est aussi, à l'inverse, être capable de traduire en termes politiques la volonté de la population. Excellent. Oui. C'est bon, ça. C'est exactement ça. Donc, parfois, les gens, moi, je pense que la population, les électeurs, les électrices, c'est eux qui sont les experts de leur propre vécu. C'est eux qui... Les gens sont très... souvent, donc, ont les solutions déjà à travers donc, leurs expériences, donc, sont capables donc, de modeler donc, les problématiques qu'ils vivent, sont capables aussi donc de déceler aussi qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui ne leur convient pas. Mais parfois, donc, c'est important de traduire aussi, donc d'être un peu ce véhicule-là de leur solution. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. L'outil de la communication, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, ce n'est pas juste donc, d'arriver à faire du top-down, excusez-moi l'anglicisme, donc d'arriver donc, d'en haut vers le bas, mais c'est aussi de faire l'inverse et d'élargir un peu donc, certains mouvements. Des assemblées de cuisine pour pouvoir amener ça aux instances du parti, par exemple. Exactement. Parce que pour moi, ce qui est le plus primordial, ce qui est primordial
primordial, c'est vraiment nous assurer que les politiques que l'on développe ne sont pas désincarnées. Et ça, je le répète ad nauseam. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile. Donc, quand un groupe fermé. Mais c'est là, ça. C'est ça qu'on développe quelque chose clos, en vase clos. Ça ne fonctionne jamais. Je vous le dis, là, ça ne fonctionne jamais parce que les gens ne se sentent pas investis par ces réponses-là, ne sont pas très près de la population, sont assez, je le dis, donc désincarnés. Moi, c'est le terme que j'emploie tout le temps parce que j'ai vraiment l'impression que parfois, donc, on vit dans deux mondes. Donc, moi, c'est un peu ma volonté. Tu veux être cette courroie de transmission. Voilà. Voilà. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on ait la diversité en politique. Puis c'est important ce qu'on fait aujourd'hui dans ce balado aussi, où ce qu'on reçoit, je pense que vous allez recevoir donc plusieurs autres élus de nos communautés. C'est le balado du Québec. Là. C'est donc, ça. On reçoit, je veux dire, vous, à l'Assemblée nationale, vous avez décerné ce prix contre le racisme à Coconut Podcast. Donc, c'est le prix du Québec, c'est le balado du Québec. C'est le vôtre, Madame la députée. Oui, tout à fait. Mais je trouve ça vraiment important. En fait, je trouve ça merveilleux qu'on soit aussi bien représenté. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais qu'on soit de plus en plus représenté à différents paliers, autant le municipal, le provincial, le fédéral, dans différents partis politiques, mais également dans différentes municipalités, parce que ça nous permet d'être des alliés, de pouvoir travailler ensemble. Voilà. De Longueuil, exactement. Exactement. Ça nous permet donc d'être des différents alliés, puis d'élargir à quoi ressemble le Québec d'aujourd'hui. Superbe. Écoutez, vos parents doivent être si fiers. On le sait, le parcours de l'immigrant n'est pas du tout évident. Pas du tout. Aujourd'hui, à l'âge que peut-être je suis rendu, que vous êtes rendu, Madame la députée, on est en mesure de voir que, nos parents, ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ont tout misé sur leurs enfants. L'éducation était primordiale. Tout à fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous voit, mais on vous adule, on vous colle tous les beaux qualificatifs. Mais entre autres, c'est dû à ce rêve, à cette volonté de vos parents de vous donner un avenir meilleur. Car la volonté de tous les parents. De tous les parents. Puis vous l'avez mentionné, des parents issus de l'immigration, donc particulièrement, évidemment, donc c'est un peu notre vécu. Moi, je suis une Québécoise de deuxième génération, donc c'est certain qu'il y a une sensibilité là par rapport aux différents parcours migratoires. Sacrifices qu'ils ont fait. Écoutez, vous avez fréquenté pour des parents immigrants qui travaillaient dur, là, Jean-Eudes, 2002, là, ma mémoire. Oui, 2002-2007. Monsieur, là. Par la suite, au cégep, écoutez, là, attachez votre tuque Coconut Podcast. On est rendu sur Côte-Sainte-Catherine. Oui. Brébeuf. Vous arrêtez pas. Vous dites, moi, je vais aller connaître, je ne sais pas si vous l'avez fait sur le campus Longueuil, mais... Sherbrooke, c'est ça. Il y a cette volonté d'aller connaître son Québec. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui. Coconut Podcast, M. Joseph, il était à l'Université Laval, donc il y a un parcours intéressant dans celui de notre député. Et là, maintenant, des études en droit. Vous allez faire votre barreau. Et là, à un moment donné, vous décidez de prendre la poudre d'escampette, traverser la frontière vers le sud. Oui. Puis, des études quand même à Georgetown, assez prestigieux, là, s'il vous plaît. Faire une maîtrise. Qu'auriez-vous à dire à tous ces parents qui nous écoutent, qui font un sacrifice tel pour leurs enfants, de quitter leur pays, là où ils sont nés, et de venir sur une terre totalement nouvelle? Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans votre circonscription. Exactement. Lorsque vous voyez vos parents, qu'avez-vous à leur dire, à eux, mais en même temps que ça peut servir à tous nouveaux parents qui arrivent et qui se disent, continue comme ça, ma Ginette, parce que tes petits jeunes, ils vont au moins peut-être être les prochains Cadet, là. Mon Dieu, mais merci. À mes parents, d'abord, c'est sûr que je les félicite. Je leur dis merci, mais je les félicite parce que j'ai vu donc tous les sacrifices qu'eux, ils ont fait donc, pendant toutes ces années-là. Et puis, je pense que ces sacrifices-là aussi ont forgé la relation que j'ai avec mes parents. Moi, mon père, donc aujourd'hui, il est content
comptable. Et donc, on a toujours étudié ensemble. Moi, mes parents, donc moi, j'allais à l'école, mes parents allaient à l'école, et on faisait tout ce parcours-là ensemble parce que mon père me disait, non, c'est pas vrai que je fais tous ces sacrifices-là pour pas moi-même être en mesure d'être un modèle pour ma fille, puis d'être capable de lui montrer, ben voilà, comment est-ce qu'on peut faire preuve de persévérance, puis comment est-ce qu'on peut sortir un peu de notre cadre, de ce qui semble préétabli, de ce que la société semble avoir déjà... Ouais. Voilà. Donc, préparé pour nous. Et voilà, quoi, voilà, préparé pour nous. Donc, le certain carcan dans lequel lui, il avait évolué. Puis, il se disait, non, il faut que je montre cet exemple-là. Puis, je les remercie énormément parce que je sais que moi, ça m'a montré qu'on était toujours capable de défoncer les barrières. Puis, même quand certains accomplissements donc, semblaient un peu inimaginable inatteignable, ou sinon, en fait, presque, donc, je veux dire, impensable, parce qu'on avait peu de modèles ou peu de personnes qui nous ressemblaient, dont les vécus étaient semblables aux nôtres, particulièrement. Donc, oui, donc, évidemment, sur le plan de la diversité culturelle, de la diversité ethnique, mais aussi sur le plan donc, social et économique. Donc, de voir, en fait, d'être capable de rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. Donc, d'aller donc au-delà de ce qui nous semblait présenter, au-delà donc des limites que nous nous imposions à nous-mêmes et de foncer. Et moi, c'est un peu... à chaque fois, c'était toujours été un pari. Je veux dire, Georgetown, j'avais aucune idée. Je me disais, OK, allons-y, on va juste essayer. Puis on va voir où est-ce que ça nous mène. La campagne, on va essayer. On va voir où est-ce que ça nous mène. Mais il y a quand même, chez vous, Madame la députée, on va essayer d'aller à Sherbrooke, mais on va réussir notre bac en droit. Oui. On va essayer d'aller faire une maîtrise, oui. tout en se disant qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de réussir cette entreprise dans laquelle vous vous y étiez lancé. Oui. Vous avez travaillé dans de grands cabinets d'avocats. Oui. Vous avez même été conseillère en politique auprès du ministre de l'Innovation, des Sciences. Des sciences et de l'industrie. Tout ça dans ma tête, là, pas pire. Oui. J'aimerais vraiment, là, lorsque vous entreprenez quelque chose en 15 secondes, est-ce que vous vous dites qu'il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas? Ou dans votre fort intérieur, vous dites, Madoua, tu sais qu'est-ce que tu as déjà fait? Ben, je pense que, en fait, je veux dire, la possibilité que ça ne fonctionne pas, donc, existe toujours. Donc, je pense qu'il y a un aspect un peu rationnel là-dedans. Mais pour moi, je pense que c'est toujours important d'oser. C'était la même chose. Moi, quand je suis arrivée, avant que j'arrive à Washington, je me disais, moi, je pense que j'ai envie d'aller travailler à la Banque mondiale. Je pense que c'est une institution dans laquelle, à travers la scène de laquelle je suis capable d'apprendre. J'avais aucune idée comment me rendre là. Je connaissais personne. Mais je pense que je suis quelqu'un que quand je me mets un objectif en tête, qu'il soit individuel ou collectif, je vais au bout des choses. J'essaie donc de trouver donc, toutes les ressources qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. J'ai tendance à avoir une pensée positive, je vous dirais. Donc, c'est certain que moi, je me dis, bien, est-ce que s'il y a 1% de chance que ça fonctionne, il y a 1% de chance que ça fonctionne, donc on va miser sur ce 1%-là. Puis, comme je disais, donc on va voir où est-ce que ça nous mène, mais on va vraiment foncer, puis on va vraiment tout mettre en œuvre pour réaliser cet objectif-là, quand bien même les chances que ça puisse se réaliser soient tout à fait minimes. Parce que le 9 juillet, vous êtes investie en tant que candidate. À ce moment-là, j'étais aspirante candidate. Aspirante candidate. Voilà. Mais quand même... le Parti libéral, à ce moment-là, les sondages du moment n'étaient pas tout à fait clairs, favorables même dans une certaine mesure. Mais vous aviez sûrement eu quelqu'un qui a dû vous convaincre, ou peut-être ne serait-ce qu'en l'observant de loin, voyant son parcours. Je fais référence à Mme Anglade. Oui. Est-ce qu'elle a eu beaucoup de difficultés à vous convaincre de vous lancer dans la course? Est-ce que vous avez eu peut-être une discussion avec elle préalablement, ou tout simplement, voyant comment qu'elle menait les choses au niveau de la province, vous vous êtes dit, ouais, moi je me retrouve en Mme Anglade et j'aimerais pouvoir l'appuyer afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en tant que parti, mais en tant que député, pour votre circonscription. Vous écoute. Toujours été impliquée. Donc, cette fibre-là de l'implication politique, donc, elle avait toujours été là. Quand
j'ai vu donc le départ de Mme Robitaille, auquel je ne m'attendais pas du tout. Là, moi, moi, je suis, je veux dire, nouvelle maman. Là, maintenant, mon fils a 1 an, merci. Oui. Mais donc, on remonte à ce printemps. Donc, j'avais un petit bébé donc, de 4-5 mois. Donc, je n'étais pas du tout dans une perspective de me lancer cette année parce que je me disais, bon, j'ai un jeune enfant, donc c'est un peu ce que je regardais. Mais quand j'ai vu que Dambourassa Sauvé, donc la députée sortante, donc décidait donc de passer le flambeau, je me suis dit, j'ai toujours eu envie de servir les citoyens de cette circonscription-là. C'est là que j'ai commencé à m'impliquer. C'est là que j'ai fait mes premiers pas en politique. C'est la circonscription où je connais les différents acteurs. Ça me semblait tout naturel à ce moment-là de me lancer. Et puis, les sondages, je veux dire, moi, j'ai toujours été libérale. Donc, pour moi, c'est pas une question de sondage ou d'essayer de dire, on y va pour un poste ou pour un autre poste. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question donc voilà, c'est ça, donc d'essayer donc d'accéder à certaines coulisses du pouvoir. Donc, c'était pas ça. Je me sentais déjà très bien dans le rôle que j'occupais. Puis, j'étais heureuse de me lancer dans ce contexte-là parce que je savais, encore une fois, que peu importe ce qu'il y avait, que j'étais en pleine possession de mes moyens, mais en pleine confiance là, par rapport à l'impact que je pourrais avoir, que ce soit à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Si vous avez un modèle qui vous a toujours... Je sais pas, vous avez un poster de ce modèle-là là, dans votre chambre, quel serait ce modèle que vous avez peut-être toujours regardé du coin de l'œil, disant « Ouais, j'aimerais peut-être un jour... » Où elle m'inspire, cette dame ou ce monsieur? Wow! Donc, un modèle. Donc, Michelle Obama, ben, c'est ça. On peut dire québécoise ou peu importe? Peu importe. Peu importe, mon Dieu. Ben, on en a plusieurs. C'est ça la beauté de la chose, encore une fois. On a plusieurs modèles, donc plusieurs personnes qui, un peu donc, à leur manière, donc, nous inspirent. Évidemment, évidemment, Dominique Anglade, donc première femme noire aspirante première ministre du Québec. C'est pas rien. Ça demande, c'est ça, ça demande de l'audace. Ça demande du leadership. Donc, c'est certain qu'elle en aura inspiré plusieurs, puis que c'est une femme qui m'inspirait déjà quand j'étais plus jeune et que je la regardais à Montréal International ou même avec tout ce qu'elle faisait dans la société. Oui, peut-être. Mais sinon, je pense qu'à l'international, on a quand même aussi la chance d'avoir donc des femmes fortes qui aussi donc défoncent certaines barrières, qui ont envie qui pas juste qui ont envie, qui servent leur communauté, qui sont des femmes d'action. Ben, c'est ça. Là, on rentre dans le plat principal. Ouais. Vos commettantes et commettants vous écoutent. Lorsque vous vous êtes lancé, vous aviez des valeurs qui vous animaient. Vous vous êtes promené dans la circonscription en faisant campagne. Vous avez fait l'a sillonné. Sillonné, pas à peu près. Elle est assez grande quand même. On est quand même à Montréal. Je veux dire, que je pense à mes collègues qui sont en région. Eux, ils ont des circonscriptions très grandes. Différents préfets, différents maires. Donc, oui. Donc, on relativise. C'est à Côte-Nord. Oui, c'est clair, ça peut être plus grand. 1000 îles, ne serait-ce qu'à... Voilà. Quand tu t'es lancé en politique, tu t'es dit, la circonscription a certains... petits problèmes, défis. Oui. Je préfère défis. Oui. Qu'on se doit d'aborder et surtout de trouver quelques pistes de solutions, ou même des solutions. Quels sont tes objectifs, ton plan, ton programme pour la circonscription? Qu'est-ce que pour toi, est-ce que c'est la réfection des écoles? Est-ce que c'est davantage accompagner les personnes, nos parents, donc les personnes de l'âge d'or, moi j'aime bien, du 3e âge, on peut le dire comme on veut, ou c'est vraiment t'assurer que nos jeunes aient vraiment
un vivre ensemble, une communauté où ce qu'il fait bon vivre. Ah oui. Ben, Quels je sont l'ai tes- dit, ouais, donc vas-y. moi j'ai été donc vice-présidente de la jeunesse du parti. Je suis porte-parole notamment en matière d'enjeux jeunesse. Donc c'est certain qu'il y a Une fibre. mais Hein? voilà, donc une fibre par rapport à ce type d'enjeux. Donc, oui, ils sont assez prédominants. Puis moi, ce que je dis à chacun des acteurs, je l'ai mentionné, donc depuis l'élection, je rencontre les gens qui sont sur le terrain, tant au niveau donc, des organisations à but non lucratif, du secteur institutionnel et du secteur privé. Et à tout le monde, je leur dis, moi, mon objectif, là, c'est qu'on puisse créer une mobilité sociale à travers l'innovation sociale chez nous à Montréal-Nord en unissant tous les acteurs. Donc, qu'on puisse s'assurer que le public, que le privé, que l'institutionnel, que le communautaire Travaille dans le même sens. travaillent dans le même sens. Exactement, que tout le monde travaille dans la même direction. Et je suis chanceuse, je ne vais même pas dire privilégiée, moi je trouve que je suis chanceuse en ce moment parce que je trouve qu'à différents niveaux, on n'est plus à un stade de pédagogie à Montréal-Nord. On a différents acteurs qui sont à la bonne place dans le communautaire, l'institutionnel, qui ont une compréhension fine des enjeux. Puis, je pense que ça va permettre d'accélérer un petit peu la locomotive pour arriver à cet objectif-là, que tout le monde travaille dans ce même sens-là. On parlait plutôt d'immigration, du fait que chez nous, bien, on est un peu un point de chute. On est une porte d'entrée pour beaucoup de nouveaux arrivants, notamment des demandeurs d'asile, particulièrement en ce moment, chez nous, un peu partout sur l'île, mais oui, beaucoup. Donc, à Es-tu pour Montréal-Nord. la fermeture Non, du pas du chemin tout. Roxham? Non, pas du tout, pas du tout. Cette semaine, il y avait une Monsieur le motion. Premier ministre, ouais, Il y avait une ok, motion ouais, à l'Assemblée nationale OK. là, déposée par le Parti québécois là, qui proposait précisément donc, la fermeture du chemin Roxham en demandant donc, un délai là, pour que ça puisse se faire. Donc, nous, notre aile parlementaire, nous avons Il y a des voté spécialistes au contre niveau, cette motion-là. national qui ont dit que ce serait une erreur. C'est un non-sens. Ouais. C'est un non-sens. C'est même la ministre de l'Immigration elle-même, Christine Fréchette, donc la ministre caquiste, d'emblée, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui est issu Ouais, ben, donc, c'est ça, de elle Montréal. dit non, il faudrait pas, puis finalement, Et il y voilà, a donc je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé, Ouais. puis qui lui a dit non, 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 donc notre position à nous, à la CAQ, là, c'est de fermer le chemin Roxham. Donc, c'est après ça, donc, elle s'est ravisée. Elle a dit non, 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 il n'y a pas de contradiction, basta Roxham. Moi, j'y crois pas une seule seconde, malheureusement. Je trouve ça décevant, en fait, que la CAQ emploie ce type de position-là, de cette position. Parce que ben, c'est perdant, perdant, perdant. Là. C'est, évidemment, parce que donc, les gens vont essayer de passer voilà. par d'autres routes, Voilà. d'autres chemins. Voilà. Il y a C'est absolument gens ça. qui meurent dans leur traversée. Exactement. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Donc, on retrouvait encore plus ce type de situation-là, là, où les gens sont dans une situation assez précaire. Donc, je ne vois absolument pas comment donc, la solution, je m'excuse, mais démagogue là, du Parti québécois puisse s'appliquer. Là. Autant sur le plan pragmatique que sur le plan humain, ça n'a aucun sens si nous, Mais les on a été Québécois très sont fiers de de voter grands contre ça. humanistes. Je pense pas, là, dans cette direction-là, que les gens... Oui, peut-être il faut passer par la voie normale pour accéder au territoire canadien, mais on ne peut pas laisser pour compte des gens qui sont dans l'extrême nécessité, qui prennent le chouclac, qui partent de Bien, parfois, c'est Syrie, ça, là, oui, des oui, fois, bien, puis de qui passent partout. par l'Amérique latine. Moi, j'ai puis rencontré des rentrer gens. au Québec, Ça, je là. disais tantôt, moi, j'ai sillonné la circonscription, donc tout l'été, tout l'automne. Moi, j'ai rencontré des gens. Je disais, ah oui, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Parfois, j'entendais 3 mois, 2 mois, 2 semaines. Donc, des gens que je rencontrais, je disais, ça fait 2 semaines que vous êtes au Canada. On est dans un autre monde. Et là, les gens sont, comme on l'a dit, dans une extrême précarité, ont énormément de besoins. Les organismes qu'on a sur le terrain chez nous à Montréal-Nord font un travail extraordinaire. Puis je pense que c'est important de le souligner parce qu'avec peu de ressources, avec parfois le risque d'être pénalisé par le gouvernement, donc sur le plan financier, là, arrive à faire des miracles, arrive à faire des petits miracles pour aider à cette clientèle-là. Évidemment, puis nous, on l'a mentionné, puis je pense qu'au niveau du gouvernement fédéral, là, il y a des... M. Trudeau donc, est en plein processus de renégociation là, de l'entente sur les tiers pays sûrs. Là. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait cette renégociation-là en ce moment parce que la situation actuelle, elle n'est pas soutenable pour qui que ce soit. Puis oui, c'est important que le gouvernement fédéral puisse compenser financièrement la province du Québec parce qu'on accueille notre lot là, de demandes
demandeurs d'asile ouais, à l'intérieur du Canada, parce que, bon, ça donne que le chemin Roxham est chez nous, ce que ça donne qu'on a une frontière plus directe avec les États-Unis. Là, donc, donc, pour ces motifs-là, donc, on comprend très bien donc, ces négociations-là au niveau des relations fédérales-provinciales. Mais la solution, là, entre guillemets, ce que j'appelle même pas ça une solution, de demander la fermeture du chemin Roxham, moi, je trouve ça absolument désolant de la part du Parti québécois qui propose ça parce que, vous l'avez dit, au Québec, on est des humanistes. Oui, ben c'est ça. Puis, pour terminer, Oui. je pense qu'on va vous réinviter. Oui. Messieurs, dames, on est en train de faire une découverte. Ça vaut de l'or. Je vous dis, allez rencontrer votre député de Bourassa-Sauvé. Et même si vous n'êtes pas de la circonscription, pensez lui dire un petit bonjour. Vous allez faire une grande rencontre. En tout cas, ça, c'est entre vous et moi. Madame la députée, vous êtes porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française. Oui, j'ai dit donc emploi, travail, langue vous française, si bien jeunesse. dans la langue de Molière. Bon, vous avez été dans les bonnes écoles également, hein, pour vous assurer, je pense que papa, maman, ils s'assuraient, comme pas mal tous les Haïtiens, là, qu'on s'exprime dans un bon français. Mais j'ai toujours trouvé ça... moi, j'ai toujours adoré le français. Moi, évidemment, c'était déjà... Vous êtes francophile, là, ça se voit, ben oui, ben oui. Ben moi, je suis née un 20 mars, la Journée internationale de la francophonie. Et moi, je pense que c'est le destin. La première fois que j'ai mis les pieds à l'Assemblée nationale du Québec, donc pour l'anecdote, c'était parce que j'étais finaliste de la Dictée des Amériques quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai participé à la finale internationale de la Dictée des Amériques à l'époque. Donc, j'ai toujours aimé les concours de dictée. Je pense à Jean-Eudes ou Brébeuf, vous avez fini avec distinction. Oui, summa cum laude. Oui. Ben oui, donc j'ai remporté donc au niveau local, donc je me suis rendue à la finale internationale, donc médaillée de bronze à ma deuxième participation. J'ai participé deux années de suite. Les mots d'Aquila, un peu. Donc oui, j'ai toujours trouvé que, oui, francophile, j'adore la langue. Je trouve important qu'au Québec, on puisse s'y atteler. Évidemment, donc c'est notre langue commune. On a besoin d'avoir des mesures pour protéger la langue française. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan anglophone en Amérique du Nord. Donc je pense que c'est clair. C'est clair. Puis je pense que ça, il y a une unanimité à l'intérieur de l'Assemblée nationale à ce niveau-là. Nous, ce qu'on dit au niveau de la parlementaire libérale, c'est qu'il y a une manière de le faire. Cette semaine... le ton fait la chanson. Le ton fait la chanson, mais c'est important qu'on puisse inclure les Québécois issus de la diversité dans cette conversation-là. Nous, c'est ce qu'on dit. Et par exemple, cette semaine, donc moi, j'ai rencontré donc l'aspirant commissaire à la langue française qui... Monsieur Benoît Dubreuil. Donc, j'ai rencontré cette semaine pour que nous puissions discuter de cette... Vous allez voter au niveau du Parti libéral? Nous allons voter contre sa candidature. Et c'est en tout respect parce que, bon, nous avons une conversation qui était intellectuellement honnête et intègre et j'ai apprécié cet exercice-là. On l'a fait en tout sérieux. Nous, ce que nous disons, et de plus en plus, c'est qu'il va falloir que cette conversation-là sur la langue se fasse non pas sous l'onde de la division, comme le gouvernement tente de le faire en parlant d'indicateurs comme ceux de la langue maternelle et des langues tierces parlées à la maison. On ne parle même pas de l'anglais parlé à la maison, mais des langues tierces qui sont parlées à la maison. Là, les derniers résultats des examens de secondaire 5, je veux dire, il y a des zones qui ne sont pas de la métropole, qui sont fort éloignées, et les résultats... donc c'est important qu'on sait ça. Donc, on s'attelle à la qualité de la langue partout sur le territoire et qu'on ne fasse pas porter le fardeau de la protection de la langue sur l'immigration. Chez vous, vos commettantes, comment se passe la francisation? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Puis je pense, merci pour cette question-ci, parce que moi, c'est ce message que je porte. Je veux dire, quand je vois Jean-François Roberge, qui est le ministre de la langue française, je trouve important de mentionner que chez nous, à Montréal-Nord, ça se passe en français. On est une terre d'accueil, on est une terre d'immigration, on a des gens de multiples pays. Depuis belle lurette, depuis toujours. Là. Donc, on a toujours été cette terre qui enrichissait le Québec de sa diversité. Et moi, toutes les rencontres, toutes les conversations dans l'espace public, dans l'espace de travail, se déroulent en français. Et pour bien de ces gens-là, le français est parfois leur deuxième langue, leur troisième langue ou même leur quatrième langue. Ils parlent français avec fierté. Oui, madame. Et je suis dans le système éducatif. Oui. Écoutez, je peux vous dire qu'on rencontre de nouveaux habitants, ça fait des fois 2 mois qui sont là, 3 mois. 1 an après,
t'as envie de te dire, t'es-tu né au Québec? Tu sais, je veux Wow. dire, ouais, c'est ça, des Mais c'est Sri Lankais, fantastique. là, tu C'est sais, fantastique. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous faut plus de mesures de francisation au milieu de travail, qu'on puisse avoir donc toutes ces mesures-là qui soient mises sur pied parce que les gens veulent apprendre le français. Ils veulent apprendre le français. Je suis content qu'on termine sur l'importance du fait français en Amérique, mais surtout de préserver cette si belle langue au Québec. Oui. Mais en tout cas, je pense que le reste du Québec qui sont en train de comprendre que les gens issus de l'immigration, deuxième, troisième Oui. génération, on est des alliés, pas à peu près, Oui. pour Oui. que le français puisse être maintenu, préservé, Valoriser pour qu'ils puissent rayonner. valorisé pour qu'il puisse être, pour qu'il rayonne davantage. Madame la députée, écoutez, vous allez vous adresser à la caméra ici. Oui. Vous vous adressez à vos commettants. Qu'avez-vous à leur dire sur la suite des choses, comment vous allez travailler pour eux? Ils ont envie de savoir ça. Là. Tu sais, des fois, ils disent après les élections, on les entend plus. Là, vous avez la chance de leur parler. 1 minute. C'est à vous, Madame la députée. Oui, donc à tous les électeurs, à toutes les électrices de Bourassa-Sauvé, bien, tout d'abord, encore une fois, un grand merci. Un grand merci pour la confiance. Depuis l'élection, je continue à travailler avec l'ensemble des organismes qui sont sur le territoire pour vous, pour que nous puissions développer un milieu de vie à Montréal-Nord qui soit empreint de vivre ensemble, pour que nous puissions développer à Montréal-Nord un milieu de vie où tous peuvent s'épanouir, où tous nos enfants, où tous nos adolescents aient un espace sécuritaire pour se développer personnellement, socialement, professionnellement et puissent également, donc, à leur tour, rayonner et devenir des modèles pour l'ensemble de la société québécoise. Nous vivons dans une circonscription qui est parfois dépeinte négativement dans les médias. Et pour moi, c'est important d'être un porte-étendard de tout ce qui se fait de positif à Montréal-Nord. Les gens à Montréal-Nord sont fiers, sont tellement, tellement, tellement fiers d'où ce qu'ils vivent. Ils savent qu'ils sont dans une collectivité où c'est tissé serré, où ça va bien, où le vivre ensemble et l'harmonie règne. Évidemment, nous vivons nos défis en matière de pauvreté, de décrochage, mais nos acteurs institutionnels, nos acteurs du milieu communautaire sont là et voient toute la richesse qui existe sur le territoire et se disent « Wow, il y a quelque chose de spécial chez nous à Montréal-Nord. » Donc, ce petit spécial-là, moi, j'ai envie de le faire grandir. J'ai envie que l'ensemble du Québec puisse voir tout ce qui se fait de beau à Montréal-Nord pour que nous puissions bâtir Montréal-Nord à la hauteur de nos ambitions. Madame la députée, écoutez, toute une rencontre. Coconut Ça me fait Podcast, plaisir. ouais, vraiment, vraiment. En tout cas, on vous dit merci de vous être déplacé en nos studios Nomad Live TV. Oui. Franchement, à la fin de nos entrevues, Coconut Podcast, on s'est promené à travers la Oui. province et on a appris en langue Innu. OK. C'est Oui. la Côte-Nord, là, cette île. Ils nous disent Chinash Kumitin. OK. Par la suite, on s'est rendu voir nos frères et sœurs Huron-Wendat, Wow. en langue Wendate. Ils nous disent Teawek. Par la suite, on a été voir nos frères et sœurs d'Odanak, du centre du Québec, Drummondville, Wow. Victoriaville. Eux, ils nous disent en langue Abinaki, Oleone. Wow. Par la suite, nous autres, on a pris nos chouclacs, on est montés jusqu'en Abitibi. Oui. Ah, ouais. Puis là, nos frères et sœurs des Premières Nations en langue algonquine, Oui. ils nous disent Miigwech. Oui. Et pour terminer, nous sommes dans la région de Montréal et nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. Madame la députée, vous êtes issue de la communauté haïtienne, alors m'a permettre peut-être moi pour me Oui. dire un grand merci, merci en pile et vraiment 4 prochaines années je suspecte qu'on va faire un pile changement dans la circonscription pour que les citoyennes et citoyens puissent avoir un vivre ensemble et surtout une qualité de vie augmentée et améliorée. Merci en pile. Merci à vous. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Madame la députée, Madame Cadet. Elle représente la circonscription de Bourassa-Sauvé. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez faire toute une découverte ou sinon, vous pouvez passer à son bureau. Il faut annoncer votre visite, là. Mais vous pouvez passer et elle va être contente de pouvoir s'entretenir avec vous. Comme à l'accoutumée, je vous invite à vous abonner
à nos différentes pages, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Google Podcast, Apple Podcast, Balado Québec et même UQAM Balado. Messieurs, dames, tout un plaisir d'avoir été avec vous dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, je vous dis, on se voit pour une prochaine émission. J'ai envie de le dire comme dans Batman. Même heure, même poste. Sur ce, Niawen, merci, au revoir. Wow.